Mais donc pour le moment, je vais laisser le micro à Adam, qui est journaliste chez Rebondir et qui va animer, qui va gérer cette conférence dont le titre est donc Handicap et reconversion professionnelle, changer de voie avec confiance. 3 quarts d'heure de prise de parole avec ses invités et à l'issue de ces 3 quarts d'heure, 15 minutes d'échange, de questions-réponses, bien évidemment. Adam, c'est à toi. Merci bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde. On espère que ça va continuer de se remplir un peu. Cette thématique de la table ronde, c'est donc handicap et reconversion professionnelle, changer de voie avec confiance. Je suis moi-même journaliste pour le magazine Rebondir qui traite ces thématiques de la reconversion professionnelle, de l'emploi et de la formation au quotidien. Et j'ai autour de moi des professionnels, des experts et représentants d'organismes spécialisés de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, de la reconversion professionnelle. Il y a une quatrième personne qui, j'espère, va nous rejoindre d'ici peu. Mais vous allez voir, c'est un panel très intéressant. On va tâcher de vous présenter les principaux enjeux de cette thématique ainsi que les premiers dispositifs dont vous pouvez bénéficier lorsque vous êtes en situation de handicap et que vous envisagez une reconversion, une transition professionnelle. On n'a qu'1 heure pour ça avec les questions, donc on va prendre 15 minutes, comme disait Miguel. Donc n'hésitez pas, en fin d'échange, à garder vos questions pendant la conférence et vous pourrez les poser à ce moment-là. Je me tourne donc vers mes invités qui sont présents avec moi aujourd'hui. Je commence par vous, Mona de Marchelier. Bonjour. Vous êtes directrice Bonjour. adjointe des partenariats et du développement de Transition Pro Île-de-France qui justement organise ce salon. En quelques mots, vous pouvez rappeler un peu au public ce que sont les transitions pro? Alors, le réseau des transitions pro, ce sont des structures qui ont pour vocation d'accompagner les reconversions professionnelles des salariés. Ça va notamment porter un dispositif dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, qui s'appelle le projet de transition professionnelle, qui permet en gros de se former en étant payé pour changer de métier. Donc, c'est vraiment à destination des salariés en reconversion qui ont envie de changer de voie au cours de carrière. Et lors de nos premiers échanges, vous m'avez dit également que vous souhaitiez dire un mot sur les ambassadeurs de ce salon, et notamment Trésor Makunda, qui est un sprinter handisport. Tout à fait, on a la chance, dans le cadre de Salon et globalement dans notre activité, d'avoir un excellent ambassadeur. Il s'appelle Trésor Makunda. C'est un athlète paralympique en course. Donc, il est incroyable. Il ne voit pas, mais il court très vite. Et il est là pour parrainer ce bel événement. Et c'est vraiment une figure très inspirante avec quelqu'un qui n'a pas baissé les bras malgré les difficultés de la vie. Donc, je vous encourage aussi à suivre son parcours. Et il était notamment présent pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et à votre droite, nous avons donc Luc Aubry. Bonjour. Vous êtes Bonjour. délégué régional adjoint Île-de-France de l'AGFIP. L'AGFIP qui est bien sûr l'acteur central, un des acteurs de référence en matière de handicap. La mission première de l'AGFIP, c'est justement de développer l'emploi des personnes en situation de handicap et de les accompagner au mieux. Oui, tout à fait. On gère l'AGFIP, c'est une association gestionnaire du fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Et les 2 missions principales sont de favoriser l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais également leur maintien. Et c'est aussi sur ce volet-là qu'on va parler de reconversion professionnelle. Et on va pouvoir développer tout cela par la suite. Et à ma gauche, Frédéric Paquet, bonjour. Vous êtes conseiller au plan au sein de Cap Emploi dans le Val-de-Marne. Là aussi, en quelques mots, les Cap Emploi sont des organismes de placement spécialisés qui ont justement une expertise fine du handicap. Oui, Adam, le Cap Emploi en fait sont des structures, puisqu'il y a un Cap Emploi par département, qui déploient au sein du service public de l'emploi l'offre de services spécialisés dédiés aux personnes en situation de handicap qui veulent soit s'insérer professionnellement, soit sont en reconversion professionnelle. Nous avons toute une offre de services déployée qui permet un retour vers l'emploi, soit en passant par des phases de reconversion, soit en passant par des phases de transition professionnelle. Ça peut être donc de l'évolution professionnelle. Merci bien. Et la quatrième personne qui devra nous rejoindre, je l'espère, c'est Aurélie Lecoq, qui est responsable du pôle sortie positive de l'ANRH, l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des personnes handicapées, qui, eux, emploient directement des personnes en situation de handicap au sein d'entreprises adaptées ou des ESAT, établissements et services d'aménagement par le travail, qui sont des établissements médico-sociaux. J'espère qu'elle pourra venir en parler mieux que moi. Première question générale, premier tour de table pour un peu poser les bases de notre sujet aujourd'hui. Donc handicap, reconversion professionnelle. Justement, cette grande thématique de la reconversion professionnelle qui est le cœur de ce salon. En quoi, surtout quand on est en situation de handicap, la reconversion, le fait de se réorienter, ça peut vraiment être un levier de choix, de maintien dans l'emploi, d'insertion et de prolongement de carrière. Peut-être, Mona, vous pouvez peut-être commencer pour les transitions pro.
Alors, je vais peut-être en parler d'ailleurs de manière assez générale. Déjà, quand on demande aux personnes, de manière globale, si elles souhaitent changer de métier, il y a une personne sur deux qui dit vouloir changer de métier dans les 5 ans à venir. Et dans les 2 ans, je crois qu'on tombe à peu près à une personne sur 5. Mais cette interrogation sur le changement de vie, le changement de métier, elle touche tout le monde. Et qui plus est, les personnes qui ont une situation de handicap qui peut peut-être un peu accélérer ce mouvement vers un ailleurs, vers un après, vers une autre voie professionnelle. Je vais me permettre une petite question aussi à la salle. Qui, parmi vous, a exercé uniquement un métier dans sa vie? Qui en a exercé 2? Qui en a exercé 3, qui en a exercé peut-être plus. Vous êtes nombreux. Et je pense que ça, c'est un petit peu la tendance. Ce qui est très important, c'est de garder en tête que les compétences, elles évoluent. Elles évoluent vite et elles évoluent de plus en plus vite. Il y a une quarantaine d'années, la compétence, elle avait une durée de vie de 20, de 30 ans. Aujourd'hui, la compétence, elle évolue très rapidement. On parle de cycles de 2-3 ans. Donc, tous les publics, de toute façon, doivent s'interroger sur la mise à jour, l'actualisation de leurs compétences en fonction aussi de tous les paramètres de leur vie, et en l'occurrence en incluant le sujet du handicap. Mais là, je laisserai mes collègues qui sont bien plus experts en parler. Justement, pour rebondir là-dessus, j'allais me tourner vers vous, Frédéric. Effectivement, comme le dit Mona, la reconversion, c'est un sujet qui concerne tous les publics. Et peut-être tout particulièrement quand on est en situation de handicap, la question de la réorientation, de la réflexion de carrière vient très vite lorsque vous accompagnez les personnes qui vous contactent. En effet. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens viennent nous rencontrer soit parce qu'ils sont en emploi et qu'il y a une situation d'emploi qui est en danger parce que le handicap fait frein. C'est ce qu'on appelle une situation de maintien dans l'emploi. Et auquel cas, il faut repenser le projet en tenant compte du fait que la personne a un contrat et, si possible, le maintien dans l'entreprise. L'autre possibilité, c'est que la personne n'a pas pu se maintenir dans l'entreprise, devient demandeur ou demandeuse d'emploi, inscrite ou non à France Travail, mais recherche une nouvelle activité professionnelle, sachant que l'ancien métier pratiqué ou les anciens métiers pratiqués ne sont plus compatibles médicalement. Et l'idée, c'est de repenser un projet. Alors donc c'est clairement une transition professionnelle que l'on appelle reconversion, reclassement, et d'aller chercher dans les offres de services, que ce soit l'offre de service de droit commun, l'offre spécifique, les opportunités de métier dans un secteur d'activité. Et c'est toute une partie du travail du Cap Emploi, c'est-à-dire de reprendre et de lever frein après frein. On parlait du deuil, parfois du handicap. On parle forcément de la confrontation avec le fait qu'on se déqualifie rapidement. L'évolution des nécessités de qualification, comme le disait Mona, sont très rapides. Un simple logiciel, on peut le maîtriser en le pratiquant pendant 5 ans, ne plus l'utiliser, retourner sur le marché du travail et ne pas avoir les spécificités nécessaires. Tout ça rentre dans l'idée de la transition professionnelle. Et on va pouvoir détailler ces accompagnements justement. Je me retourne vers vous, Aurélie. Bonjour, vous venez d'arriver. Bonjour. J'ai fait une rapide présentation de votre profil à notre public. Je vous laisse reprendre la main, je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ANRH en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors l'ANRH est une association loi de 1901 avec une mission principale, c'est l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. Donc cette mission, nous pouvons, nous la réalisons en fait à travers 20 établissements, alors plus exactement 20 entreprises adaptées et 4 ESAT. Alors je ne sais pas si vous avez déjà abordé peut-être pas les différences. Vous pouvez nous l'expliquer rapidement, Très bien. Donc en fait, les 2 structures, que ce soit entreprises adaptées ou ESAT, sont 2 structures effectivement qui vont accueillir des personnes en situation de handicap. Mais un ESAT va accueillir des personnes avec un handicap généralement qui demandent un accompagnement plus important, que ce soit au niveau psychologique que en termes d'accompagnement et d'aménagement de poste. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Et ce sont des établissements médico-sociaux. Ce sont des établissements médico-sociaux. Alors qu'une entreprise adaptée fonctionne comme une entreprise classique de travail, avec quand même la particularité d'accueillir 55% de personnes en situation de handicap, mais avec une situation de handicap, avec un aménagement qui permettra à la personne d'intégrer le milieu classique de travail. Et d'ailleurs, c'est vraiment notre grande mission, notre volonté sur les prochaines années, c'est que les entreprises adaptées redeviennent des passerelles vers le secteur, vers les entreprises classiques. Voilà, je vais être très honnête, je pense que les entreprises adaptées n'ont peut-être pas joué complètement ce rôle-là.
Voilà, nous, à la NRH, on a à cœur de mener cette mission. Et donc, on le fait à travers un pôle qui s'appelle le pôle sortie positive. Donc, comme son nom l'indique, c'est accompagner nos salariés en situation de handicap à lever leurs freins à l'emploi. Donc, on est très complémentaires, en fait, tous ensemble. Et on pourrait justement... en vue d'intégrer le milieu classique. Voilà. Donc, pardon Aurélie, pour reprendre le fil, on pourra souligner cette complémentarité d'acteurs par la suite et vous pourrez nous parler également de ce que vous mettez en place dans vos établissements. Luc, on reprend peut-être le fil de ce que venait de dire Frédéric sur la reconversion comme levier de maintien dans l'emploi. J'ajoute que j'ai tiré quelques chiffres du tableau de bord publié par la GFIP pour l'année 2023. 3 68 000 personnes reconnues handicapées, 1 205 000 qui sont en emploi, un taux de chômage de 12%. La reconversion, ça peut être un levier pour le maintien dans l'emploi de ces personnes. Oui, tout à fait. Comme le rappelait Mona, hein, le sujet de la reconversion professionnelle en lui-même concerne non seulement les personnes en situation de handicap, mais finalement concerne tout le monde. Je dirais que dans la situation des personnes en handicap, c'est un élément à prendre en compte en plus, finalement, pour se dire, en fonction de l'évolution de mon poste de travail, en fonction de l'évolution de mon état de santé, est-ce que l'adéquation post-profil correspond encore et du coup, c'est vraiment une question à se poser tout au long de sa carrière. Et pour vos employeurs, les entreprises aussi, c'est un outil et maîtriser un petit peu l'écosystème de la reconversion professionnelle est évidemment intéressant parce que ça peut permettre de trouver des solutions là où on s'imagine ne pas en avoir. Et donc ça, c'est ce qui me semble aussi intéressant parce que on a des situations dans lesquelles on arrive à finalement un licenciement pour inaptitude parce qu'on n'a pas forcément toujours anticipé par manque de connaissances. C'est un écosystème qui est assez complexe, mais quand au final on arrive à avoir les informations nécessaires, on se rend compte qu'on peut mobiliser un certain nombre de dispositifs qui permettent d'éviter d'arriver à ces situations-là. Et on progresse nous aussi collectivement de plus en plus pour vous accompagner dans ces situations. Donc je dirais qu'il y a c'est un élément en plus qu'il faut prendre en compte. Il y a une question d'anticipation qui est très importante, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui est là pour ça, que ce soit pour vous, salariés ou personnes, tout simplement, mais aussi pour les employeurs, les entreprises d'une manière générale. Et tout à fait, et c'est tout l'objet de ce salon et de cette table ronde que de mettre en lumière tout cela. Peut-être Aurélie, un mot justement sur la reconversion pour les personnes en situation de handicap. Vous me disiez que vous en accompagnez beaucoup dans vos établissements qui effectivement se réinsèrent et rebondissent justement grâce au travail au sein des EA et des ESAT. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est un peu notre façon de fonctionner. C'est vrai que nous, on a toujours, en termes de recrutement, en tout cas, on fait toujours un pas de côté par rapport aux acteurs RH classiques. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne va pas forcément, quand on va recruter quelqu'un, on ne va pas regarder son nombre d'années d'expérience, on ne va pas regarder ses diplômes, on va regarder son parcours professionnel et les compétences transférables. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser dans ce qu'il a fait dans sa vie professionnelle avant pour pouvoir se projeter vers un nouveau métier. Donc, ça, très concrètement, c'est notre façon de faire de toute façon au quotidien. Après, au niveau de la reconversion, nos entreprises adaptées à la NRH sont toutes agréées CDD tremplin. Alors, je ne sais pas si ce contrat parle, c'est un contrat un peu spécifique aux entreprises adaptées qui permet justement d'accompagner des personnes en situation de handicap qui seraient éloignées de l'emploi, à monter en compétences, à lever les freins périphériques à l'emploi. Et donc nous, on a la chance, comme on est une grosse association, on est 1800 au total à la NRH, on a la chance de pouvoir mobiliser des assistants sociaux, des psychologues, qui vont pouvoir accompagner les personnes. Et bien évidemment, on a des chargés d'insertion qui, elles, vont sourcer, valider le projet professionnel de la personne et l'accompagner tout au long de son contrat CDD tremplin, y compris jusqu'à la sortie, avec des ateliers techniques de recherche d'emploi, de la relation entreprise pour aider à trouver un emploi en milieu classique. Voilà. Et ça, nous, bientôt, on fait aussi avec les personnes en CDI chez nous aussi. Voilà. Donc là, Et on pourra redétailler ça plus tard. Effectivement, c'est les tremplins, c'est quelque chose de très intéressant à mettre en avant. Luc, vous disiez effectivement, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'aides qui sont accessibles. Je pense que c'est peut-être le moment de faire un focus sur la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que peut-être des personnes dans la salle, plusieurs personnes dans la salle en bénéficient ou peuvent en bénéficier. Je voulais faire un point là-dessus parce que c'est vraiment une clé, une porte d'entrée vers certains dispositifs. Frédéric, la RQTH, c'est quelque chose qui peut être indispensable
pour bénéficier de certains accompagnements spécialisés? Alors, c'est indispensable, c'est la clé d'entrée. C'est la clé d'entrée, par exemple, au sein des Cap Emploi. Ça peut être une clé d'entrée, d'une clé d'orientation quand on s'inscrit comme demandeur d'emploi. C'est une clé d'ouverture à pouvoir mettre un maintien dans l'emploi, à pouvoir bénéficier de l'offre service que déploie la GFIP, particulièrement centrée sur le maintien de l'emploi, quand la RQTH est déclarée auprès des ressources humaines. C'est enfin et avant tout un outil du médecin du travail quand il s'agit de maintien de l'emploi. C'est souvent d'ailleurs une demande qui est initiée avec le médecin du travail et qui va permettre à un moment ou à un autre de déployer des financements, des partenaires et aussi d'être suffisamment neutre pour faire repérer que s'il y a une notion de handicap qui n'est pas forcément quelque chose de visible, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a une notion d'aménagement à mettre en place. Dans cet aménagement, ça peut être un simple aménagement de poste, ça peut être une reconversion professionnelle et on rentre dans ce cas-là dans le cadre de la transition. Tout à fait. Et Luc, je me tourne vers vous pour un mot sur la question, tout en précisant bien sûr que la RQTH n'est en aucun cas obligatoire, il n'est en aucun cas obligatoire d'en parler à ses patrons, d'en parler à ses collègues, mais avec les services de l'emploi et les services spécialisés, ça peut être déterminant. Ce que vous dites, Adam, est très important. La RQTH, hein, c'est un document c'est une démarche qui déjà est personnelle. Et ensuite, lorsqu'on obtient la reconnaissance administrative finalement de son handicap, c'est un document qui est confidentiel. Donc, on n'est pas obligé de le communiquer à qui que ce soit. Ça, c'est quand même déjà une première info assez importante. Petite précision technique. Le fait de demander sa RQTH, de faire la démarche auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap vous permet de bénéficier de l'offre de service qu'évoquait mon collègue. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé d'attendre la réponse officielle de la MDPH pour pouvoir bénéficier de cette offre de service-là. Et peut-être une autre précision, la RQTH n'est pas le seul titre qui permette de bénéficier de cette offre de service-là. On a différents titres qu'on appelle les titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Je ne vais pas entrer plus dans le détail que ça, mais simplement de dire que voilà, la RQTH, c'est le titre le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Vous retrouvez les titres très simplement sur Internet, hein, la déclinaison des différents titres, mais il y a des titres qui sont reconnus par la Maison départementale des personnes en situation de handicap ou encore par la Sécurité sociale. Donc sachez juste que ce n'est pas le seul titre qui permet de bénéficier de cette offre de service, mais c'est effectivement un document et une démarche importante à faire. Et justement, à ce titre, Aurélie, bénéficier de la RQTH, c'est un prérequis pour pouvoir bénéficier du CDD tremplin chez vous? Oui, complètement. Alors, juste effectivement, on va être une exception, on va dire, le CDD tremplin pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Il faut effectivement avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. Donc, c'est vraiment un document qui est indispensable, que l'on doit nous fournir, à l'État pour prouver qu'effectivement, vous pouvez rentrer dans le dispositif. Mais effectivement, après, chez un employeur classique, ce n'est pas une obligation, effectivement, de présenter ce document. Mais chez nous, oui. Et j'ajouterais peut-être que moi, je vous encourage fortement à le faire. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le handicap n'est pas un frein professionnel. Je vois dans nos publics en reconversion, on en a 4 sur 10 qui font appel à nos dispositifs, non pas parce que le handicap les freine dans leur emploi, mais parce qu'ils ont simplement envie de changer de vie et de secteur. Et c'est tout à fait légitime. En revanche, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, le handicap va devenir un frein professionnel. Et là, le temps de monter le dossier, etc., on peut se dire, mince, et si je l'avais fait avant ? Donc j'encourage vivement à le faire. Et je précise que, par exemple, pour l'accès à nos dispositifs, c'est quand même aussi des points de priorité supplémentaires quand on montre qu'on est soit reconnu travailleur handicapé, soit en cours de démarche. Donc vraiment encourager, parce que c'est aussi un petit peu long ces démarches, donc il faut l'anticiper. Je me permets de reprendre la main pour compléter ce que disent mes collègues. De façon générale, considérer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou titre de bénéficiaire de la loi 2005, comme on devrait le dire, comme un atout complémentaire. Vous sortez le joker si vous avez besoin ou pas. C'est confidentiel, ça reste à votre disposition et à n'importe quel moment, soit chez l'employeur, s'il y a besoin d'aménagement de poste ou d'évolution professionnelle, on peut très bien être sur un poste aménagé et avoir besoin de monter en qualification. Ça peut être pour les ressources humaines un outil complémentaire pour trouver un financement. Si on devient demandeur d'emploi à un moment ou à un autre parce que le handicap a fait frein, la reconnaissance de la qualité de travail handicapé reste extrêmement importante. Ça permet, par exemple, si on est obligé de s'inscrire chez France Travail, d'avoir un éclairage complémentaire et accès à l'offre de service, que ce soit Cap Emploi ou les conseillers dédiés
à l'accompagnement des personnes en situation de handicap au sein de France Travail. Ça sera un accompagnement privilégié. Enfin, c'est de façon générale l'accès à un certain nombre de financements qui n'apparaîtront pas dans le droit commun ou au droit commun, bien entendu, puisque rien n'est fermé. Considérez-le véritablement comme un atout complémentaire. Et on verra avec Mona tout à l'heure que les dispositifs qui s'adressent à toutes et toutes ne sont pas du tout fermés, bien au contraire, par cette URQTH. C'est très important à dire. Frédéric, je vous propose de garder la main pour qu'on rentre justement dans le concret des accompagnements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature du conseil en évolution professionnelle assuré par les Cap Emploi? Vous me parlez notamment du parcours de reclassement professionnel, du montage de demandes d'aide. Quelles sont pour vous les priorités à mettre en avant sur ce que vous faites? Matériellement, c'est déjà l'analyse de la situation de la personne. Quand les gens arrivent chez nous, c'est qui ils sont, ce qu'ils attendent. Et on va effectivement avoir une partie d'interrogation pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés à venir nous demander un coup de main, comme on dit trivialement. Nous sommes porteurs du service public de l'emploi. Nous sommes depuis très très longtemps co-traitants avec la GFIP et avec France Travail. Et à un moment ou à un autre, plusieurs situations peuvent arriver. Il y a la situation de maintien. Bon, ça, nous avons déjà d'en parler. En clair, le handicap fait frein au maintien dans l'emploi. Et là, c'est une équipe dédiée des Cap Emploi, ce qu'on appelle les axes 2, qui vont tenter avec l'entreprise, le médecin du travail, parfois Transition Pro aussi, et avec la GFIP, de maintenir la personne sur son poste de travail. Il va y avoir le conseil en évolution professionnelle. La personne arrive avec une demande d'évolution professionnelle, soit en étant salarié, donc étant encore dans l'entreprise pour en sortir et aller vers d'autres activités professionnelles, soit pour monter en compétences. Je dirais que c'est une situation simple où on va tenter de trouver avec la personne ce qui peut lui permettre de se perfectionner pour rebondir professionnellement. La troisième situation, et c'est la situation presque la plus courante, c'est que la notion de handicap a fait frein. À un moment ou à un autre, il y a souvent une notion d'inaptitude. Elle n'est pas très agréable à entendre, mais elle existe. Et cette notion d'inaptitude signifie qu'il y a une perte de contrat. Et là, il faut repenser le projet professionnel en levant les freins liés au handicap. Ça, c'est souvent les médecins qui s'en occupent. Mais aussi, à un moment ou à un autre, ça veut dire se repenser professionnellement, car on est nouveau dans un nouveau métier et on fonctionne différemment de ce qu'on a pu faire dans son évolution professionnelle. Et on repart de ce que disait Mona tout à l'heure, c'est-à-dire du champ de connaissances et de compétences, avant tout, car vous êtes des personnes qui souhaitaient aller vers l'emploi. Et on va vérifier à chaque fois le projet. La règle d'or étant, un projet réaliste en termes de sortie à l'emploi est compatible au regard du handicap. La possibilité de reclassement, elle peut se faire soit dans le droit commun, toute l'offre de services du droit commun, que ce soit en termes de formation, bilan de compétences, de façon générale les outils de transition professionnelle, ou bien par le spécifique, par l'intermédiaire des MDPH, sur l'offre de services déclinée par des centres spécifiques qui s'appellent les centres de reclassement professionnel, les ESRP. Il en existe partout en France, qui sont portés par une grosse association qui s'appelle la FAGER, et qui vont être dédiés aux personnes en situation de handicap, reconnues en qualité de très handicapées. L'offre de services déclinée est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux gens qui sont soit en reconversion, reclassement, de pouvoir avoir 2 fois plus de temps pour pouvoir se reclasser que si on les envoyait vers de la formation ou du bilan de compétences en droit commun. Voilà. Parfait, c'est très complet, ça fait beaucoup de noms à retenir, mais c'est vrai que c'est un écosystème qui est... Il y aura un quiz à la fin avec les acronymes. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses, mais en tout cas, c'est un écosystème qui est assez complexe, mais c'est aussi la nature de cette table ronde que de le simplifier. Mona, je vous relance, je vous redonne la parole. Justement, on parlait à l'instant, là, avec Frédéric, des dispositifs de droit commun. Schématiquement, souvent, des personnes, après avoir bénéficié du CEP, Conseil en évolution professionnelle chez les Cap Emploi, peuvent contacter, solliciter les transitions pro, notamment pour vos dispositifs phares du projet de transition professionnelle, le PTP, dont vous pouvez nous parler maintenant. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on travaille de manière très complémentaire avec les acteurs. Vous l'avez compris, chacun joue un rôle à un moment clé du parcours, l'accompagnement en amont. Et nous, on arrive un peu après, quand le projet se dessine, quand la personne sait ce qu'elle a à faire, elle peut actionner nos dispositifs et nos financements pour concrètement commencer à passer à l'action. Comment est-ce que les personnes peuvent passer à l'action? Elles vont pouvoir notamment passer à l'action avec un super dispositif qui est d'utilité publique, qui est accessible à tous les salariés, qui s'appelle le projet de transition professionnelle, PTP. Encore un acronyme fabuleux. Donc ce dispositif, il va permettre à toutes les personnes qui sont salariées, alors en CDI certes, mais ça peut être aussi des personnes qui sont en CDD. C'est important, dès lors qu'elles déposent leur dossier en étant en contrat, ça marche. Ils peuvent être en intérim, intermittent du spectacle, bref, tous les salariés. Ils vont pouvoir déposer un dossier pour bénéficier de quoi? Bénéficier d'une formation diplômante. Donc l'objectif, c'est je vise un diplôme. On va prendre en charge à la fois les coûts de la formation,
Et on va venir maintenir le salaire pendant toute la durée de la formation. Donc, j'en parlais avec un organisme, m'a dit, mais votre dispositif, c'est la Rolls. Oui, effectivement, parce que c'est hyper sécurisé. Et je précise, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés ou qui sont en cours ont un point de priorité. Après, je ne rentre pas dans toute cette mécanique un peu complexe du dispositif, mais c'est important. C'est important de savoir que donc, il est pour tous les publics, notamment pour les publics en situation de handicap. On accompagne environ 5000 personnes chaque année, dont entre 300 et 400 personnes en situation de handicap chaque année. C'est à peu près 6% de nos bénéficiaires. Donc c'est possible. C'est au niveau national, au niveau Île-de-France? Alors là, je vous parlais des stats Île-de-France, mais après, bien sûr, c'est valable dans l'intégralité des régions. Et je vous donne juste un exemple parce que c'est un peu parlant. On a fêté les trophées mardi avec les trophées de la reconversion. On avait une super bénéficiaire qui s'appelle Jemila, qui était avant aide-soignante. Ça se passait super bien, métier passion, etc. Et puis du jour au lendemain, elle commence à rencontrer des difficultés de santé, notamment des difficultés de mobilité. C'est quand même des métiers qui sont très durs et très physiques. Elle a été malheureusement obligée de faire le choix de changer de métier, ça s'est imposé à elle et elle a pris le temps de la réflexion. Elle a été accompagnée par des opérateurs, elle est aussi très dynamique et très volontaire dans sa démarche et elle a changé de voie et elle a trouvé un métier qui lui plaît, qui s'appelle assistant de ressources humaines et qui est compatible avec son handicap. Et ça, c'est peut-être le dernier chiffre et j'en arrête là. On a à peu près 9 bénéficiaires sur 10 qui, à l'issue de leur projet de transition professionnelle, exercent un métier compatible avec leur handicap. Et c'est bien l'objectif de ce projet. Tout à fait. Et on pourra parler d'aménagement et de compensation du handicap avec Lucobri. Et j'ajoute que sur les dispositifs portés par les transitions pro, là on met en avant le projet de transition professionnelle. Il y en a bien sûr d'autres. Des missions reconversion, transition collective, il y en a beaucoup. On les a tous détaillés sur le site de Rebondir, donc n'hésitez pas parce que c'est aussi très intéressant parce qu'il y a différents dispositifs pour différents cas selon votre timing de carrière. Donc il faut aussi s'y intéresser. Luc, je vous redonne la parole justement. Lors de nos échanges en amont de cette table ronde, vous me disiez vouloir insister notamment sur tout ce que apporte la GFIP en matière de compensation du handicap dans les lieux de formation, dans les lieux de travail. C'est très important. Alors effectivement, merci de rebondir là-dessus. On voit un exemple très concret qui a été présenté par Mona à l'instant. En matière de compensation du handicap, bien souvent, dans certains cas, il est nécessaire d'adapter le parcours. Donc quand je suis une formation, ai-je besoin de moyens de compensation pour suivre correctement la formation et pour la suivre dans de bonnes conditions qui permettent la réussite et l'obtention du diplôme. Donc ça, c'est un des jobs, c'est un des objectifs de la GFIP, notamment en milieu de formation, d'apprentissage. Et c'est un dispositif qui se nomme la ressource handicap formation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif qui va permettre l'analyse de la situation, l'identification des besoins et la mise en place de ces besoins. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler une fois que vous entrez en formation avec le référent handicap de l'organisme de formation. Ça, c'est important. Évidemment, quand on se forme, c'est pour accéder à l'entreprise, à l'emploi. Le même dispositif est possible en emploi. Donc là aussi, les entreprises, on travaille beaucoup avec elles en matière d'accompagnement, d'élaboration de politique emploi et handicap, c'est-à-dire comment je gère finalement la question du handicap dans mon entreprise, face à mes obligations, mais aussi face à mon projet d'entreprise. Et par rapport à ça, les questions de maintien dans l'emploi sont évidemment des questions centrales pour les ressources humaines. Donc sachez aussi que chez les employeurs auxquels vous allez vous adresser, il existe des personnes qui travaillent sur ces questions-là. Et donc, on peut aussi mobiliser les services de la GFIP dans l'analyse des besoins, l'identification des solutions et la mise en place de ces solutions. Et parfois, la bonne orientation vers les bons interlocuteurs peut déjà se faire en interne dans son entreprise. Ça peut être intéressant de demander au RH de demander s'il y a un référent handicap pour s'en informer justement. Bien sûr. Pardon Mona, vous vouliez réagir? J'en profite, Adam, pardon, et après je laisse la parole, mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est à la fois, c'est les acteurs en fait qui sont autour de ces questions-là. Il y en a en interne, dans les entreprises, il y en a dans les organismes de formation, il y en a autour de cette table, dans le monde un peu plus institutionnel, mais effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qu'il est possible de mobiliser et qui feront le lien avec les autres quand c'est nécessaire.
Et je voulais rebondir par rapport à ce que disait Luc, c'est très important de mobiliser ces aides. Pourquoi ? Parce qu'on observe que dans les parcours de reconversion, les personnes en situation de handicap ont tendance à abandonner davantage, probablement en raison de leur handicap. Donc c'est très important d'être accompagné, d'être aidé pour faciliter au mieux le parcours et aller au bout. Parce qu'une fois qu'on a fait, on a bâti le projet, on a déposé le dossier, on s'est lancé, c'est trop dommage de s'arrêter en cours de route. Alors qu'en fait, il y a des solutions qui existent souvent qui sont méconnues. Donc la GFIP là-dessus est un super atout à avoir dans sa poche à ce moment-là du parcours. J'aimerais terminer sur une chose en précisant que, quels que soient les acronymes, quels que soient les parcours mis en place, qu'importe l'interlocuteur que vous allez avoir, nous nous connaissons. Comme vous avez pu voir, nous sommes des tout petits circuits. Nous interagissons les uns vis-à-vis des autres. Dans certains cas, on est prestataire pour l'un, dans l'autre cas, partenaire pour l'autre. Qu'importe la position, ce qui va être important, c'est que vous puissiez avoir, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une analyse de première intention qui vous permet d'aller vers la meilleure marche pour une transition professionnelle. Quel que soit l'interlocuteur, vous aurez quelqu'un qui sait ce que fait l'autre et ce qui vous permettra d'être réorienté en fonction de vos nécessités. En clair, un projet à votre mesure, dans les conditions dans lesquelles vous pouvez le faire, pour aller vers l'emploi. Ça commence au sein de ce salon. Hein. On est sollicité. Si on est le bon interlocuteur, on répond nous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, bah, on sait que les autres sont à côté et on va réorienter. Donc c'est vraiment cet écosystème-là qui va, on l'espère, vous soutenir dans vos démarches. Aurélie, pour parler de la mise en œuvre des projets professionnels, du rebond professionnel, vous avez déjà mis en avant le CD Tremplin dont je voulais parler maintenant, vous l'avez bien expliqué. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de comment vous orientez les personnes vers une EA, vers un ESAT? Comment ça se décide? Est-ce que c'est en fonction de la typologie du handicap? Et je vous précisais également que chez vous, dans votre entreprise associative, il y a près de 80% de personnes en situation de handicap qui travaillent au sein de l'association. Alors oui, tout à fait. On a 80% de personnes en situation de handicap dans nos effectifs. Alors normalement, c'est 55%, mais nous, comme on est une très vieille association, on a 70 ans cette année. Voilà, on est resté sur l'ancien quota qui était obligatoire. Alors, on peut noter qu'on baisse les quotas et ça, c'est pas génial. Ça crée des entreprises inclusives, ça crée de la mixité. Donc voilà, je pense que c'est bon aussi cette mixité, de se rendre compte qu'il n'y a pas un handicap, il y a des situations de handicap, il y a des parcours de vie, il y a des personnes et voilà. Donc moi je dis pourquoi pas. Mais alors par contre je réagis juste à ce que vous avez dit, ce n'est pas du tout nous qui orientons en ESAT ou en EA. En fait, lorsque vous allez remplir un dossier pour avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est la MDPA. Alors je suis désolée, effectivement, avec les acronymes toujours, la maison départementale Notez des personnes pour le handicapées. quiz. Voilà, oui, c'est exactement ça. Qui va en fait statuer et qui va préconiser une orientation professionnelle, soit vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire, soit vers un milieu protégé. Voilà. Donc nous, on va vraiment intervenir EA après, une fois que la demande a été faite auprès de la MDPH, une fois que la personne est passée par le Cap Emploi, par le Conseil en évolution professionnelle. Parfois, effectivement, la GFIP a déjà été sollicitée. Donc nous, on va vraiment arriver quelque part en brique complémentaire où on va recruter. On va valider le projet professionnel parce que c'est un petit peu ce que Mona disait tout à l'heure. Nous, on n'est pas centre de bilan de compétences. C'est-à-dire que quand on va accueillir une personne, qu'on va la recruter, cette personne aura déjà travaillé sur son projet de reconversion professionnelle, aura déjà une idée de là où elle veut se diriger. Donc nous, on va vraiment arriver pour la réalisation de ce projet professionnel. Et autre chose très importante sur laquelle je rebondis aussi, effectivement, on va pouvoir amener une formation, puisque la GFIP gère un budget qui s'appelle le PICEA, le plan d'investissement dans les compétences, dont nous pouvons nous emparer pour pouvoir financer des formations pour nos personnes en CDD tremplin. Et l'accompagnement pendant la formation est hyper important. Nous, nos chargés d'insertion sont là pour sécuriser la continuité du parcours, pour remonter le moral quand il y a un moment, un coup de mou, on se dit je suis fatiguée, je ne vais pas y arriver. Et nos chargés d'insertion sont là pour rebooster et pour actionner les bons leviers pour permettre d'arriver à la fin de la formation. Donc ça, c'est effectivement hyper important. Donc, Et justement, vous citez le financement des formations. C'est un autre point que je souhaitais aborder. On sait que ça peut être un point de blocage, voire de stress pour certaines personnes. Frédéric, vous faites des montages de demandes d'aide avec les Cap Emploi. Ce financement de la formation, c'est important de dire que dans le cadre d'un PTP, dans le cadre de ce genre de processus de transition, il y a des financements publics portés par la GFIP. Voilà, les gens ne sont pas laissés livrer eux-mêmes.
Je laisserai mon collègue de la GFIP en parler. De façon générale, ce que le conseiller va vérifier avec vous, c'est la réalité du projet. C'est-à-dire très clairement, est-ce que c'est finançable et dans quelles conditions. Si vous venez voir un opérateur d'insertion ou un des différents partenaires, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a un besoin, soit d'étayage, soit il y a un besoin de financement tout simplement. Et on vérifie, puisque chaque année, les financements sont réorientés, on va dire, en fonction des métiers dits en tension, en fonction de l'offre demandée par les employeurs, parce que c'est avant tout ça sur le marché du travail, en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Dans certains cas, on va avoir besoin de 2 ans pour pouvoir se former. Dans certains cas, une seule année suffit. De la modalité trouvée, notre collègue parlait du CDD tremplin, on peut aussi parler des contrats de professionnalisation qui sont extrêmement efficaces pour ça et qui permettent de meilleures transitions. On va sécuriser le parcours en vérifiant que votre projet est finançable auprès des différents financeurs, que ça aille de l'État, la région, alors les financements plus classiques, dans certains cas la GFIP, les collègues de transition pro faisant la même chose, bien entendu. Luc, peut-être un mot sur le côté financement, même si c'est aujourd'hui pas le cœur des choses que l'on souhaitait présenter, c'est aussi une des prérogatives de la GFIP. C'est une question fondamentale. Nous, la GFIP, on est principalement financeur sur le volet compensation du handicap en formation ou en emploi. Mais on peut venir, et notamment dans le cadre du projet de transition professionnelle, en complément des financements des acteurs de droit commun. Et c'est le cas. Donc on a une convention qui est négociée tous les ans avec Transition Pro, notamment sur ce volet-là. Donc aujourd'hui, on intervient sur cette question-là. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais ça permet je t'en prie. Mais ça permet de prioriser encore une fois les parcours des personnes en situation de handicap. Quand elles viennent chez nous en déposant leur dossier, coup de pouce parce qu'elles sont en situation de handicap, de nouveaux coups de pouce parce que la GFIP est là pour soutenir financièrement, et coup de pouce parce qu'en amont, vous avez été accompagné par un acteur du CEP, possiblement le Cap Emploi, mais ça peut être aussi un autre acteur du CEP, Conseil en évolution professionnelle. Attention au quiz. Voilà, on se prépare pour le quiz. Parce que le handicap peut être un frein professionnel, mais peut ne pas en être un en fonction de la nature du handicap et de la profession qui est exercée. Je prends un exemple, vous êtes cadre, vous avez un handicap mais qui ne vous gêne pas dans votre profession, vous pouvez aller voir l'APEC. Mais je ne vais pas les citer tous, il y en a plusieurs. Et d'où l'importance effectivement de la RQTH dont on a parlé tout à l'heure, qui débloque tous ces droits, qui sont bien sûr pas des privilèges, mais bien des droits. Aurélie, une dernière question sur le CDD tremplin et sur ce que vous faites au sein de vos EA, de vos ESAT. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, donc il y a ces fameux CDD donc, qui sont des contrats temporaires. Il y a également des personnes qui restent sur un temps plus long au sein des EA et des ESAT parce qu'elles y trouvent peut-être ce qu'elles recherchent et parce que ça leur correspond. On sait qu'il y a toute une diversité, typologie de handicap. Dans certains cas, les établissements spécialisés peuvent être la solution de long terme. Alors oui, complètement. Nous, dans les entreprises adaptées, on a effectivement des gens qu'on recrute donc en contrat de droit commun. Donc on va recruter en CDI, qu'on va recruter en CDD classique. Et effectivement, on a des personnes qui peuvent rester 2 ans, 5 ans, 10 ans. 40 ans, parfois, effectivement, on a déjà ce cas. Maintenant, nous, on a la volonté d'apporter à nos salariés en CDI le même accompagnement qu'on apporte à nos CDD tremplins. C'est-à-dire qu'à un moment, certaines personnes vont se dire, voilà, j'ai passé 5 ans, 6 ans d'entreprise adaptée. Je me sens prête à intégrer une entreprise classique ou évoluer dans mon métier, avoir un diplôme par rapport au métier que j'ai découvert en entreprise adaptée. Et auquel cas, c'est ce qu'on va lancer en 2025. On va également les accompagner dans cette sortie. Donc à la NRH, tous les parcours sont possibles. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. C'est vraiment en fonction de la volonté de notre salarié. Et du coup, pour ces salariés en CDI, Transition Pro, c'est vraiment le dispositif qui va pouvoir nous aider à accompagner nos salariés vers le milieu classique de travail. Et je vous relance directement sur ce sujet. De quelle typologie de métier on parle, les secteurs d'activité, parce que c'est aussi important. On peut peut-être avoir des fois une vision un peu restrictive des métiers, des secteurs dont on parle au sein d'un ESAT, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une typologie de métier? Mais je crois que ça se diversifie de plus en plus. Alors, ça se diversifie de plus en plus. Alors, pour le coup, nous, encore une fois, je vous disais, on est une vieille association, donc on a des métiers un peu historiques d'entreprises adaptées ou des ESAT, donc espace paysager, du conditionnement, etc. Mais on a aussi des métiers dans l'industrie, des métiers de câblage, des métiers de réparateur de petits électroménagers. On a également des métiers plutôt dans le tertiaire, d'accueil, de conciergerie, d'opérateurs de saisie. On est en train de développer également une filière numérique. Donc on a lancé en 2023
une formation de technicien d'assistance informatique pour pouvoir prendre le virage pour aller sur ces métiers nouveaux, parce que je pense que c'est important que nos établissements proposent des métiers qui soient en cohérence avec l'évolution des sociétés. Donc on développe tous ces métiers-là à la NRH. Maintenant, il y a d'autres entreprises adaptées, beaucoup qui se créent et qui sont sur des métiers de la communication, des métiers du numérique. Il y a une vraie évolution des métiers. Donc voilà, je pense que tout le monde peut trouver son compte. Et peut-être compléter effectivement sur les personnes qui se lancent dans le parcours de reconversion. Nous, la grande majorité des personnes vont plutôt se tourner vers les métiers effectivement de la gestion administrative des entreprises, typiquement les métiers de la comptabilité, les métiers des ressources humaines. Ça va faire partie des métiers qu'on retrouve le plus parmi ces parcours, mais ce ne sont pas les seuls. L'action sociale peut aussi beaucoup attirer, mais après, tous les parcours sont divers. Encore une fois, tout dépend de la nature du handicap et de la compatibilité entre le handicap et le métier que l'on souhaite faire. Et il y a des tas de passerelles possibles. Je me permets de compléter. Sachez que les parcours de transition professionnelle peuvent être aussi initiés dans votre sens. C'est-à-dire que l'idée du projet, c'est de créer sa propre activité. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de salariés, de maintien dans l'emploi ou de parcours de reclassement. Dans certains parcours, la transition professionnelle, c'est de créer sa propre activité. Je vous donne un exemple que j'ai eu il y a peu de temps. On vient de finir l'accompagnement. Un monsieur qui est arrivé, qui était un ancien cadre commercial, qui a été même directeur commercial et qui, avec une difficulté auditive, s'est retrouvé trop en difficulté pour tenir son poste et a choisi de se reconvertir. Il a créé sa propre activité. Il est challenger à l'heure actuelle en Île-de-France en création d'activités. Il a créé une structure où il est devenu traiteur et il fait de la bistronomie et il développe toute une notion de service auprès des entreprises pour vendre des buffets, pour vendre de l'événementiel, sachant qu'il est devenu lui-même son propre traiteur. Voilà un parcours complètement réussi. Il lui aura fallu 3 ans, à la fois pour obtenir les diplômes nécessaires pour pratiquer, mais aussi pour créer son activité et qu'il envisage d'être pérenne, sachant qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une intervention en termes de bilan, il y a eu une intervention des centres de formation avec financement, il y a eu une intervention de la GFIP pour aider à la création d'entreprises, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'envisager, au sein de sa propre entreprise, d'embaucher ses propres salariés. Voilà une notion de reclassement qui a été faite. C'était à la fois un reclassement et une transition. Il y avait les deux, puisque pour lui, il n'y avait pas que le frein handicap. Il avait vraiment changé complètement de secteur d'activité et de métier. Tout ça pour vous dire que, quoi que nous ayons dit, sachez que c'est tout à fait faisable. L'idée, c'est que ce soit un projet à votre mesure et qu'on respecte ce que j'ai déjà appelé la règle d'or, et je l'appelle, ça fait 25 ans que je le fais, et je l'appelle toujours de la même façon. C'est un projet réaliste en termes de sortie à l'emploi et compatible au regard de qui vous êtes aujourd'hui. Oui, je voulais rebondir. Alors effectivement, il y a la création d'emplois et effectivement, ouvrez-vous en fait à tous les possibles en termes de changement de métier. Rien que pour vous donner des exemples très concrets, nous, de situations que l'on a rencontrées dans les formations techniciens d'assistance informatique, on a un monsieur qui était taxi, qui à un moment n'a plus pu exercer ce métier pour des problématiques d'aggravation de son handicap. Il s'est retrouvé dans la formation technicien d'assistance informatique après avoir fait des tests. Et en fait, il s'est découvert une vraie compétence pour ce métier-là. Une personne qui fabriquait des bijoux, donc avait une vraie dextérité, qui n'a plus pu à un moment réaliser ce métier-là, a pu intégrer une formation technicien réparateur cycle et qui, pareil, s'est révélé dans ce métier et a été très bon. Donc, on peut vraiment avoir des changements complets de parcours de vie. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher à un moment d'aller voir complètement ailleurs par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et se balader dans les allées du salon hier et aujourd'hui peut aider à cela. Et je voulais également souligner, Aurélie, que la NRH est une entreprise associative de l'économie sociale et solidaire qui représente aujourd'hui plus de 10% de l'activité en France. Et c'est également un secteur qui est souvent très avancé sur les problématiques et les enjeux de l'inclusion, notamment du handicap. Donc c'est également un secteur, un domaine d'activité qu'il est intéressant de regarder de plus près. Vous avez commencé chacun déjà à le dire dans vos réponses respectives. Je voulais finir là-dessus pour le rappeler une nouvelle fois. C'est très important de solliciter les organismes spécialisés, de solliciter la GFIP, les Cap Emploi, qui sont souvent les premiers interlocuteurs au niveau local, de demander conseil à France Travail. Il ne faut vraiment pas hésiter, ne pas rester enfermé chez soi, parce qu'on sait qu'il y a des blocages souvent. C'est important, ça, Luc, de ne pas hésiter. Bien sûr, je pense qu'on a tous là-dessus un message commun. Allez-y, effectivement, il y a un champ des possibles qui est assez large et des acteurs qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, il faut oser aller les voir, oser les solliciter, oser exprimer votre problématique. Et ensuite, nous, on vous écoutera et on vous accompagnera en fonction de
de l'analyse de la situation. Mais bien sûr, il y a un premier pas, c'est oser. J'ajouterais aussi ce qui est extrêmement important dans un projet de reconversion, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps de construire, surtout être aidé. Parce que tout seul, on se dit, mais c'est une montagne à gravir, je ne vais jamais y arriver. Et heureusement, il y a des acteurs qui sont là pour ça. Et en plus, c'est gratuit. Le CEP, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est un super outil. Prendre le temps de réfléchir, faire le point aussi sur soi-même. Qui suis-je? C'est quoi mes passions, mes aspirations? Qu'est-ce que je voudrais faire et de quoi je suis capable? Qu'est-ce que j'ai accumulé comme compétences? Qu'est-ce qui me reste peut-être à aller acquérir comme compétences? Donc il y a plein d'outils. Le bilan de compétences fait partie aussi des super outils pour faire un petit peu le point et avancer. Et ensuite, il y a ce principe de réalité qui est fondamental. Une fois qu'on se dit, ah tiens, j'ai envie de faire ça, c'est peut-être formidable. Mais quand vous allez aller tester le métier, vous allez peut-être vous dire, attendez, excusez-moi, il faut se lever à 4 heures du matin, moi, ça ne me correspond pas. Ou le salaire, c'est combien? Ah oui, mais je ne peux pas. J'ai mon crédit, j'ai mes enfants, ce n'est pas jouable. Ou il faut travailler le samedi, ça ne me convient pas. Le principe de réalité, il est fondamental. Donc, je vous encourage aussi dans vos parcours, mais le CEP sera là pour le marteler. Faites des immersions, faites des stages, allez rencontrer, passez même des coups de fil à des professionnels pour vous confronter à la réalité du métier, pour voir si ça colle avec ce que vous êtes et votre mode de vie, ou ça ne colle pas. Très important. Et Frédéric, j'imagine que dans les accompagnements que vous prodiguez, vous voyez des personnes se débloquer rapidement avec les premiers conseils, les premiers éléments, tout ce que vous nous avez expliqué. Ça peut débloquer des situations très rapidement, j'imagine. Tout à fait, sachant que chacun évolue à sa mesure. Je rebondis sur ce que dit Mona, il faut prendre le temps. L'idée, c'est de réfléchir, de vérifier, se confronter à la réalité, les immersions, c'est même essentiel. Dans les accompagnements que je fais, je peux vous assurer que s'il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de validation du projet, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est la réalité la réalité des métiers, donc la réalité de ce qui se passe sur le marché du travail qui vous renvoie si c'est possible ou pas. Et enfin et surtout, vous respectez au sens où c'est votre choix, votre reconversion dans un environnement existant. Il y a des opportunités. De surcroît, nous sommes en Île-de-France. Nous avons donc une concentration des opportunités dans un lieu espace-instant qui est relativement accessible. Nous avons quand même des transports collectifs proches, ce qui est pratique aussi. Ça veut dire qu'il y a vraiment possibilité de construire un projet à votre mesure dans les meilleures conditions possibles. Et le message final, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est vraiment un message de confiance, un message positif. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mona, c'est possible. C'est important de garder ça à l'esprit avec le bon accompagnement. Merci de votre attention. C'est la fin de nos échanges. N'hésitez pas tout de suite à poser vos questions. Si vous en avez, on va vous faire passer un micro. Je pense que c'est important. Vous avez des personnes très qualifiées avec nous, donc n'hésitez pas, je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, on n'y est pas encore, mais je cherche des éléments sur le calcul de la retraite dans le cadre du handicap. J'en trouve pas, c'est très très compliqué. Est-ce que vous connaissez un centre qui s'en occupe? Il y a la CNAV, tout simplement. Si tant est que vous arriviez proche de la date où vous allez pouvoir ouvrir ces droits à la retraite, vous avez toujours la possibilité d'interroger la CNAV sur son site pour avoir au moins un relevé de carrière, ce qui vous dira ce qui a été enregistré. Et deux, vous pouvez, dans certains cas, rencontrer des assistantes sociales qui peuvent essayer avec vous de faire une simulation de ce que sera l'existant au moment où vous ouvrirez ces droits à une pension de retraite. Caisse nationale d'assurance vieillesse, je précise. Oui, de la CNAV plutôt, oui. Merci. N'hésitez pas à lever les bras pour que je vous repère ensuite. Je voudrais savoir si, quand on est suivi par Cap Emploi, accompagné par Cap Emploi, est-ce que ça se substitue à Pôle emploi ou est-ce que les deux cohabitent? C'est encore pour vous, Frédéric. Il n'y a pas de substitution. Aujourd'hui, Cap Emploi et France Travail, puisque c'est comme ça que nous appelons maintenant, nous sommes rapprochés à la demande de nos financeurs et nous déployons les offres de services, alors ce qu'on appelle le droit commun, donc clairement l'accès à l'offre de services, de formation, de recherche d'emploi, de bilan de compétences aussi. Et nous, en tant que Cap Emploi, ce que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle le spécifique. Aller chercher auprès des MDPH la possibilité d'entrer en CRP, orienter vers du contrat tremplin, mobiliser les outils techniques de la GFIP, interroger nos partenaires de transition professionnelle. Et donc, dans un même lieu, même espace, même instant, vous allez avoir le conseiller dit Cap Emploi ou conseiller France Travail qui sera dans ce qu'on appelle la Team TH, donc clairement une équipe dédiée aux personnes en situation de handicap. Et votre situation va être analysée au regard du frein. Que vous soyez reconnu travailleur handicapé ou pas, ce n'est pas forcément peut-être le frein handicap qui est à mobiliser, enfin, des outils du frein handicap qui sont à mobiliser. Ça peut très bien être une nécessité de monter en compétence, ça peut être des tas de choses. Et donc, on va regarder. À ce titre-là, vous avez un regard de différents conseillers
qui ont initialement une formation de conseiller, mais qui ont leur regard et leur spécificité et qui vont de la délivrer. En ce sens, ce n'est pas une substitution, c'est le même regard pour vous aider à retourner à l'emploi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, là-bas. Et faites-moi signe, je viendrai vers vous. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Donc, moi, j'ai une petite question. Il y a quelques mois, j'avais contacté mon conseiller en évolution professionnelle car je souhaite changer de vie, changer de métier, je ne sais pas, mais au moins changer de vie. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider parce que je suis dans la fonction publique territoriale. Et voilà, donc ma problématique, c'est que j'ai une RQTH, je travaille dans la fonction publique territoriale et je souhaite changer de secteur ou de vie parce que je sais que ma situation actuelle, sur le long terme, elle ne sera pas pérenne à cause de mes problèmes de santé. Donc la question, c'est quel acteur contacter en premier. Je suis un petit peu perdue. Merci. Alors, je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses à vos questions. Je ne vous cache pas qu'effectivement, pour les personnes qui sont fonctionnaires, c'est plus compliqué que pour ceux qui ont un contrat de droit privé. On ne va pas se cacher, c'est difficile et je comprends. Parfois, il y a des astuces à trouver avec une mise à disposition, avec un temps off où vous pouvez du coup embrayer sur d'autres types de contrats qui vous ouvriront d'autres droits aussi. Donc je sais que parfois on peut trouver des solutions. Sincèrement, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne voudrais pas vous affirmer quelque chose qui serait faux. Peut-être mes collègues peuvent compléter. Mais on sait que c'est une situation, on a beaucoup de personnes qui sont issues de la fonction publique, qui viennent sur les salons en recherche de projets de reconversion. Parfois, on arrive à trouver avec eux des solutions, mais je reconnais que ce n'est pas simple. Et je précise, je suis contractuelle, donc je ne suis pas fonctionnaire. Et même ça, j'ai l'impression que parfois, ça pose problème. Alors, ça peut peut-être être un atout plutôt, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense que je serai vous, je contacterai le conseiller Cap Emploi qui dépend de votre lieu de domicile pour le compte en tant que contractuel, pour revoir alors Cap Emploi Axe 2, donc la partie maintien dans l'emploi et conseil en évolution professionnelle, voir si on envisage un reclassement professionnel. Alors en interne, vous semblez dire que ça va être compliqué, mais peut-être effectivement rebondir vers l'externe. Et là, c'est vraiment le conseil en évolution professionnelle, sachant que s'il y a besoin d'aller chercher des financements ou certains parcours, on reviendra vers Transition Pro, ou on vous enverra vers du spécifique, je pense aux ESRP que j'ai cités tout à l'heure, donc sur notification MDPH. Comme c'est du spécifique, c'est à revoir en entretien. Passez au stand Cap Emploi tout à l'heure si vous voulez qu'on en parle plus avant. Allez-y, d'autres questions. Bonjour. Est-ce qu'il y a une durée maximale de formation qu'on peut suivre en fait dans ce cadre-là? Non. 10 ans, c'est bon, par exemple? Non, je plaisante. Mais... Alors, je vais peut-être parler pour le projet de transition professionnelle. Non, mais... plus la formation est longue et plus elle est coûteuse. Donc, on n'a pas de financement pour accompagner l'intégralité des parcours. Donc, il y a des choix qui sont faits par les partenaires sociaux. Ce sont eux qui décident de l'attribution des financements. Je vous donne un exemple. On finance des parcours d'infirmiers. Infirmiers, c'est 3 ans. Par contre, on ne les finance pas tous. On regarde ceux qui sont les plus pointus, les plus aboutis. Et plus le parcours est long, plus il est coûteux. Et donc, plus on est sélectif. Mais c'est possible sur un parcours. La moyenne de formation qu'on finance est d'environ 7 à 8 mois pour les personnes en situation de handicap. Ça vous donne un petit peu une idée. Maintenant, si votre aide-soignant, par exemple, c'est le métier number one qu'on finance, c'est 1 an et demi de formation. Donc, c'est possible. Après, si vous me parlez de 7 ans de formation, il est peu probable que ça aboutisse, je vais être claire. Et justement, c'est vrai que c'est un bon exemple, le volet infirmier. Est-ce qu'on est sur des je finance ou je ne finance pas, ou je finance pour une partie et charge à la personne de financer le reste? Alors, on financera tout le parcours ou rien, sauf si vous avez déjà fait un bout de parcours. En gros, on va financer plutôt la fin du parcours. Vous avez fait, par exemple, infirmier année 1, année 2, vous venez nous chercher sur l'année 3, là, c'est OK. Par contre, vous venez nous chercher que sur la première année, non, parce que nous, notre engagement, c'est qu'à la fin de la formation, vous ayez un diplôme. De façon générale, suivant le parcours, il faudra adapter votre demande. Je prends un exemple, l'exemple des kinés. Dans le droit spécifique, les kinés, c'est 4 ans minimum, 4 à 5 ans, puisqu'il y a souvent un préparatoire. L'ARS finance sur les 5 ans en direct. Si on passait sur du droit commun ou à l'époque où il y avait des cofinancements avec la GFIP, on aurait financé souvent les 3 dernières années et on aurait revérifié que vous puissiez trouver, soit par l'intermédiaire du département, par l'intermédiaire de la région, dans certains cas des financements externes, la possibilité d'avoir les 2 autres années parce que c'était nécessaire pour vous en termes de reclassement ou de transition professionnelle.
De façon générale, quand il y a des projets longs, vous avez tout intérêt à passer par du bilan de compétences pour voir si la sécurisation du parcours peut être mise en place, c'est-à-dire que vous puissiez trouver un financement à chaque année. Rentrer dans un parcours de formation sans avoir son financement, c'est avoir le comptable du centre de formation en permanence derrière soi toutes les 5 minutes et ne pas se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc toujours vérifier et prendre le temps, comme ça avait été dit tout à l'heure, de sécuriser le parcours. Ça, c'est essentiel. Et ne pas se mettre dans le rouge, parce que le risque, c'est de se lancer en disant j'ai tellement envie, j'y vais. Et puis après, on prend des crédits, etc. Puis à un moment, ça ne suit plus et vous abandonnez. Et en plus, ça génère énormément de stress et compagnie. Donc c'est aussi pour ça que nous, on ne finance que la fin de parcours et pas le démarrage, pour éviter aussi d'encourager ces situations parfois très précaires. On va prendre le temps pour une autre question. Bonjour, moi je suis fonctionnaire et la question justement, ça serait pour évoluer, monter en compétence et dans un domaine un peu différent. Est-ce que je peux prétendre par exemple un master en alternance, enfin, une formation en alternance? Là, ça serait plutôt Cap Emploi, sachant que prétendre à une formation en alternance, ça signifierait que il faudrait qu'à un moment ou à un autre, votre titularisation, en clair, votre contrat soit levé pour que vous puissiez rentrer sous une autre forme de contrat. C'est extrêmement difficile à négocier en fonction publique. L'idée sera plutôt de revoir quel était votre souhait. Clairement, vous voulez changer, mais toujours en envisageant de rester au sein de la fonction publique. Donc, clairement, c'est du développement de connaissances, c'est de la montée en compétences, ou bien carrément sortir de la fonction publique, qui peut s'envisager pour aller vers d'autres métiers. Donc là, pour moi, la première étape, c'est bilan de compétences pour vérifier ce que vous souhaitez faire et vérifier si c'est faisable, car négocier avec la fonction publique n'est pas le plus simple. Une autre question ici. Bonjour, je fais actuellement un bilan de compétences et la dame me dit de déclarer mon handicap invisible. Je voulais savoir si ce n'était pas un frein à certains métiers. Pas forcément. Ce qui va être un frein, dites-vous que lorsque vous rentrez en emploi, après le bilan de compétences, la formation, le parcours, quoi qu'il arrive, dans la loi française, il y a une obligation faite pour l'employeur de vérifier votre aptitude à tenir un poste. La seule personne qui peut bloquer à un moment ou à un autre, c'est le médecin du travail vous disant « niet, inapte pour X raisons, parce que votre handicap fait frein ». Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le fait de se faire reconnaître travailleur handicapé, c'est quelque chose qui vous appartient. Donc vous déciderez de le déclarer ou pas, particulièrement quand il s'agit d'un handicap invisible. Je dirais de ne pas le déclarer peut paraître plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que votre handicap interagit sur vos capacités à pouvoir vous insérer professionnellement, et est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance de la qualité de handicapé ou le titre de bénéficiaire peut être un atout complémentaire s'il y a besoin d'aménagement de poste pour arriver sur le poste de travail, s'il y a besoin d'aller chercher des financements, par exemple, pour un parcours de formation. Quoi qu'il arrive, si vous vous faites déclarer, donc si vous faites la demande auprès des MDPH de la reconnaissance de la qualité de handicapé, vous l'avez en poche, vous le sortez si vous le souhaitez. C'est peut-être un petit rappel là-dessus. Hein. La démarche est personnelle et confidentielle. Donc effectivement, après, c'est vous qui déciderez j'utilise le terme de sortir cette carte-là, si à un moment donné, ça peut représenter un atout. C'est un frein à la création d'entreprises, en fait. Absolument non, pas. Ça peut être carrément un atout. Plutôt un atout, dans ce cadre-là, en l'occurrence. D'autres questions? On en a une dernière là-bas. Ah, j'avais pas vu. C'est parfait, ça sera la dernière question. Je suis trop petit. Oui, bonjour. En fait, je voudrais rebondir sur la reconversion en soins infirmiers. Vous avez précisé que vous financez la dernière année plus ou moins. Donc, étant donné que moi, je voulais faire une demande à Transition Pro, car j'ai l'intention de me reconvertir en soins infirmiers, donc pour moi, ce n'est pas possible en fait, de faire une demande de financement. Si, je vais rectifier le tir. On finance l'intégralité du parcours. Je disais, si quelqu'un a déjà démarré le parcours, on peut intervenir sur la fin, mais vous pouvez tout à fait présenter une demande portant sur l'intégralité du parcours, les fameuses 3 années. Ok, merci. Désolée, c'est moi qui ai semé la confusion. Mona. Parfait, bah c'était la dernière question. Merci pour toutes ces questions nombreuses. Il me reste à vous remercier. Merci Frédéric, merci Mona, merci Luc, merci Aurélie pour votre présence. Merci à vous pour votre attention. Pour creuser ces sujets, et comme l'ont dit mes camarades, n'hésitez pas à visiter les stands respectifs, vous allez avoir toutes les réponses. Et également à lire le magazine Rebondir dans lequel on traite ces thématiques au quotidien. Merci beaucoup pour votre attention et excellente fin de salon. On peut applaudir Adam et les intervenants. Merci. Dans quelques minutes, une nouvelle conférence ici même, toujours sur ce très joli paquebot, 12h15, début de
la conférence consacrée au CEP, le Conseil en évolution professionnelle, un booster pour imaginer et construire votre avenir professionnel. Tel est l'intitulé de cette conférence. Comment avoir recours à un CEP? Où? Lequel? Avec qui? Toutes les réponses à ces questions sur le CEP.